Christophe Herson, bonjour. Bonjour. Vous êtes le nouveau chef de corps des pompiers de la Sarthe, directeur départemental donc du 10-72, ceci depuis le 2 octobre. Bienvenue en Sarthe tout d'abord. Merci beaucoup. Quels sont du coup, au bout d'un mois et demi, peut-être vous pouvez faire déjà un premier retour de cette arrivée dans notre beau département? Écoutez, c'est un peu un retour à mes premiers amours professionnels, puisque j'ai commencé comme lieutenant de sapeur-pompier professionnel dans les Pays de la Loire, dans le Maine-et-Loire, à Angers en 1998. Et après une vingtaine d'années dans le sud de la France à faire des inondations, du feu de forêt et des interventions urbaines, me voilà de retour dans les Pays de la Loire. Et j'en suis enchanté. Vous êtes ici parce que vous êtes, on peut le dire, un expert des feux de forêt, c'est ça? Alors un expert, il n'y a pas d'expert dans les feux de forêt, puisque les feux de forêt, c'est une science qui n'est pas vraiment exacte et c'est vraiment très compliqué de lutter contre cet aléa naturel. On peut dire que j'ai une bonne expérience en matière de gestion des risques feux de forêt, effectivement, mais expert, c'est un grand mot. On va donc pas parler d'expert, on va parler d'une certaine expérience. D'où vient cette expérience, de vos postes passés donc? Alors effectivement, après le Maine-et-Loire, j'ai intégré le département des Bouches-du-Rhône pendant une vingtaine d'années, où là j'ai fait Arles, Aix-en-Provence, la direction en tant que chef de colonne, cadre embarqué dans les hélicoptères bombardiers d'eau. Puis ensuite, je suis parti à la préfecture de zone, à Marseille, où nous assurions la gestion de l'ensemble des moyens aériens de la lutte contre les feux de forêt. Alors tout ce qui est hélicoptères, avions bombardiers d'eau, Canadair, Dash et Tracker à l'époque. Puis une mobilité un petit peu plus au sud, en Haute-Corse et en Corse du Sud, où c'était mon dernier emploi comme directeur adjoint du service départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud. Vous vous êtes également formé lors de périodes, je ne sais pas si on peut dire de stage ou de formation à l'étranger également? Oui, effectivement, j'ai fait plusieurs immersions à l'étranger. J'ai passé quelques niveaux européens d'expertise. Alors là, ils appellent ça expertise en protection civile. Et j'ai fait quelques immersions, conseils, organisations, opérations à l'étranger sur la plupart des continents. Et notamment une immersion aux États-Unis, à l'US Forest Service, en Idaho et en Californie également. Et donc pour finir sur votre parcours personnel, comment vous avez eu envie de porter ce bel uniforme de pompier? Écoutez, je pense que les choses se font comme ça, naturellement, au gré des rencontres et au gré des envies. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été sollicité par un chef de centre dans un petit village où j'ai grandi en Seine-et-Marne. Il fallait remonter une unité opérationnelle. Donc, j'ai intégré cette unité opérationnelle à 16 ans. Puis après, je m'y suis très vite plu et intégré. Et puis, arrivé à la fin de l'adolescence, on se dit qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire, ou sommes-nous le moins mauvais, par exemple. Eh bien, moi, en étant sergent de sapeur-pompier volontaire, je me suis dit je vais en faire mon métier et je vais continuer dans un DUT Hygiène et Sécurité et je rentrerai lieutenant, officier de sapeur-pompier professionnel et c'est ce que j'ai fait. Vous aviez des facilités peut-être à l'école pour viser tout de suite un poste important? Non, pas forcément. J'étais moyen et des fois moyen moins et moyen plus, mais après quand on se découvre un objectif, une envie, une passion qui peut naître aussi parce que c'est des métiers passion quand même. On se donne les moyens et quand on aime, quand on s'y plaît, on se donne à fond et puis après on développe nos capacités et c'est comme ça qu'on progresse en se fixant des objectifs de cette nature. Colonel Herson, donc vous qui avez quand même une certaine connaissance et expertise sur les domaines des feux de forêt, vous pensez que ça a joué dans cette mutation ici en Sarthe, qui est un département, qui est le département le plus boisé des Pays de la Loire? Oui, alors je pense que ça a dû jouer du côté de mes recruteurs, mais ça a joué aussi de mon côté en termes de postulation. Effectivement, c'est un bel établissement qui revêt un certain nombre de risques et il y avait effectivement une partie sur des risques feux de forêt. Alors, c'est un risque modéré, mais avéré néanmoins. Et donc oui, il y a une certaine similitude puisqu'il me plaît à dire que à un certain moment, comme je me rends au centre de Le Mans Sud, par exemple, que la route à deux fois deux voies ressemble à celle des Pennes Mirabeau dans le sud. On est peut-être presque en voyant au bout de la rue la côte bleue et la mer Méditerranée. Mais non, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il y a d'autres atouts. Il y a d'autres atouts et ça ressemble vraiment des fois ou à la Méditerranée ou à certaines parties de forêt des Landes. Donc oui, ça a joué, mais pas que, franchement pas que. Quand on trouve ces ressemblances avec des régions peut-être plus méridionales, c'est notamment par rapport à peut-être des forêts de pins, c'est quoi? C'est la végétation? Exactement, oui. Et puis alors, je savais pas, je l'ai appris récemment, mais l'origine des pins des Landes viendrait de la Sarthe, a priori. C'est une forêt artificielle, c'est vrai. Exactement. Non, mais et puis il y a 20% du territoire qui est boisé, effectivement, de conifères, et on y a relevé un certain nombre de feux importants. Alors uniquement dans le département ou dans la périphérie, mais du côté Télocher, ils ont fait des feux de plus de 300-320 hectares. Donc c'est un risque effectivement qui est quand même avéré, important, prégnant, et qui pose un certain nombre de soucis de prévention et organisationnels. C'est vrai que
Risque modéré, ça veut malheureusement dire beaucoup de choses. Ça veut dire quand même qu'il y a un risque de feu de forêt conséquent. On a eu d'ailleurs des incendies conséquents en 2022 notamment. Exactement, c'est un risque à prendre en compte de manière certainement un peu plus importante que dans d'autres départements et notamment de l'Ouest. Mais quand j'étais à Angers dans les années 2000, on me dit que les Canadair étaient déjà montés dans le Morbihan en 76. Donc il y a une récurrence. Alors en fait, c'est pas si, c'est quand. Et donc là, c'était en 2019, c'était en 2022. Donc cette année, c'était plutôt calme en 2023, mais autant c'est Dame Nature qui décidera pour l'année prochaine. Donc on doit être préparé, on doit mettre en œuvre des mesures de prévention, de prévision organisationnelle, de formation, d'acquisition technique et de manœuvre interservices, intercentres, départementales, voire extra-départementales. Et d'ailleurs, on a réalisé une dernière formation interdépartementale avec le Maine-et-Loire sur un niveau important de chef de groupe, donc de niveau 3 feu de forêt qui d'habitude était exclusivement organisé dans le sud de la France. Donc on voit bien que le risque monte, il est de plus en plus prégnant. Est-ce qu'on l'accorde au changement climatique ? En tout cas, il y a une augmentation du nombre d'interventions et des surfaces brûlées au-delà du nord de la Loire. Quand a eu lieu cette formation interdépartementale ? Début septembre, juste avant mon arrivée. Donc, comment ça s'est passé exactement ? Il y a une semaine de théorie, puis une semaine de pratique, et sur des simulateurs qui sont d'habitude positionnés à Valabre, à côté de Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'École nationale du feu de forêt. Et de plus en plus, elle délocalise, puisqu'elle a un simulateur portable à distance, en FOAD, comme on appelle, formation ouverte et à distance. De manière à ce que les gens sur des ordinateurs s'entraînent sur de la simulation. Et puis après, première semaine de théorie, deuxième semaine de pratique sur le terrain avec 4 camions, une camionnette 4x4 et ils s'entraînent à faire de l'extinction des feux, guidage des avions, largage dans le cadre de l'attaque massive des feux naissants. Colonel Christophe Herson, avant de revenir spécifiquement sur le SDIS 72, quels sont les futurs projets interdépartementaux pour avoir des liens avec les SDIS de départements voisins qui sont d'autres régions, Tours, l'Orne par exemple ? Alors oui, effectivement, en règle générale... C'est géographique. Exactement. Alors on est entouré de 6 départements. Nous, on aime bien faire du benchmark, s'analyser, se comparer. Alors comparaison n'est pas raison, mais on aime bien voir les SDIS qui nous sont un peu en miroir, comment ils procèdent, quelles capacités opérationnelles ils ont et quelles organisations, parce que finalement, le risque et l'organisation, elle est quand même différente mais similaire. Donc on se compare, on fait des analyses. Au niveau de la zone, on est rassemblé avec la vingtaine de départements sur le pourtour de Rennes, la zone de défense ouest, comme on appelle. Et puis on a des conventions d'assistance mutuelle en opération, donc avec le Loir-et-Cher, avec l'Orne, avec le Maine-et-Loire, etc. De manière à ce que quand on est en limite territoriale départementale, que l'un aille renforcer l'autre et que l'autre aille renforcer l'un. C'est le cas plus souvent dans le cadre des tempêtes, des inondations. On a envoyé une colonne dans le Finistère, par exemple. On était prêt à aller dans le Pas-de-Calais, mais une sélection a été faite de manière différente sur des gros groupes épuisements. Et donc, on a un certain nombre de conventions et on s'entraide, mais aussi au niveau incendie ou de renfort feu de forêt. Alors après, ça peut s'étendre jusqu'à la formation ou alors l'entraide dans le cadre des entraînements pour les spécialités. Nous, ici, on a 4 grosses spécialités. Le sauvetage des blêments, la plongée, le secours en milieu périlleux et le risque chimique, par exemple. Et bien là, on s'entraide, on se forme ensemble, on fait des retours d'expérience, du partage d'expérience de manière à améliorer nos techniques et nos méthodes. Seconde partie de cette émission, on va vraiment parler du SDIS 72. Colonel Herson, quelle est la réalité de ce SDIS ? La réalité, c'est au quotidien, environ 100 missions au jour. Voilà. Et 80% des missions, c'est du secours et du soin aux personnes. Alors du secours d'urgence, du soin, de l'assistance à la personne. Alors ça va des cas les plus urgents aux cas les moins urgents, voire même le transport type sanitaire en carence des ambulances privées. Donc on fait des missions qui sont partagées, c'est le secours et le soin d'urgence, et des missions qui nous sont réservées, voire exclusives. Alors ça c'est l'incendie, parce que personne d'autre que les sapeurs-pompiers ne réalise l'incendie, même si ça ne représente plus que 8% de nos interventions. Ensuite, il y a le secours routier, aller désincarcérer des gens qui sont coincés dans un véhicule ou qui sont accidentés, tout simplement, qu'il faut extraire, stabiliser, médicaliser à l'aide du SMUR, par exemple. Ça, il n'y a personne d'autre que les sapeurs-pompiers pour le faire, donc ça fait 7% de nos missions. Puis après, 5% de divers. Alors dans le divers, on peut y mettre tout, c'est un peu comme le risque modéré, vous voyez, on peut tout y mettre, mais dans le risque divers, on a les épuisements, les inondations, les tempêtes, le risque chimique, le risque naturel, etc. Est-ce qu'il y a une saisonnalité ? Est-ce que, par exemple, il va y avoir plus d'accidents l'été,
plus d'incendies l'été, ça oui, on s'en doute. Comment on se prépare quand on dirige le SDIS 72 ? Alors, pas forcément en Sarthe, puisque les statistiques indiquent que finalement, on est entre 3000 et 3500 missions mensuelles. Donc, tous les mois, on fait quasiment 3000, 3500 missions en fonction des mois. Alors, effectivement, on observe une petite baisse opérationnelle juillet-août, parce que les gens vont renforcer les zones vacancières et touristiques du sud de la France, puisque les gens partent en vacances. Mais nous, c'est comblé, par exemple, par la surveillance, le passage, le nœud autoroutier, puisqu'on est au milieu d'un nœud autoroutier, et puis les départs de feu d'espaces naturels, de récoltes et de forêts, par exemple. Les 24 heures du Mans demandent une surveillance accrue de la part du SDIS ? Alors, elles demandent une surveillance accrue, et fort heureusement, c'est sur des périodes plutôt limitées, une semaine maximum pour les 24 heures avec la préparation, mais c'est vraiment sur 2-3 jours, et là, effectivement, ça a mobilisé plus de 900 personnes, par exemple, sur le centenaire des 24 heures du Mans. Donc oui, c'est énorme, mais là, on fait appel aussi à des saisonniers. Un renfort, vous parliez de renfort interdépartemental, là aussi, on fait appel à des collègues de la zone ou des départements qui entourent le département de la Sarthe. Mais effectivement, le circuit des 24 heures du Mans apporte une attention particulière. Colonel Frerson, le congrès des pompiers annuel a eu lieu le mois dernier. C'était à Toulouse. Un petit retour peut-être ? Alors oui, un retour forcément, parce que Toulouse c'est une grosse ville, c'est un gros département. Ils ont organisé le congrès aussi en ressources interdépartementales. À la seule différence, c'est que pour celui de l'année prochaine, par exemple, qui se déroulera à Mâcon, on aura une attention bienveillante, puisque le prochain et celui d'après, ce sera le SDIS de la Sarthe qui sera organisateur du congrès national des sapeurs-pompiers, qui, je le rappelle, est le deuxième plus gros salon professionnel après le salon de l'agriculture. On attend environ 60 à 70 000 visiteurs. Alors d'aucuns diraient qu'on peut dépasser les 100 000. Bon, là c'était plutôt à Marseille ou c'est plutôt à Toulouse parce que ça attire certainement beaucoup plus, mais on n'en attirera pas moins, je pense. Mais c'est un vrai gros événement. Déjà, ça arrive que très rarement dans la carrière d'un sapeur-pompier que d'organiser le congrès national. Et puis, si c'est organisé dans chacun des départements, avec 100 départements, vous voyez, la prochaine occurrence, ce sera dans 100 ans. Donc on sera tous à la retraite. Donc c'est vraiment un moment qu'il faudra... c'est un honneur pour notre département. Il faudra vivre, mais c'est une chance déjà d'avoir été sélectionné parce que la candidature était vraiment aboutie, efficace et opérationnelle. Donc on a eu la chance d'être sélectionné. On l'organisera en octobre 2025. Ça va créer un esprit de solidarité, un esprit de cohésion, de corps dans ce corps départemental. Et du coup, ça va être une aventure humaine, je pense, qu'il va falloir mener de concert avec les opérations, mais on va se concentrer sur la réussite de ce congrès national, qui est une belle aventure humaine, oui. Puisque vous parlez, je vous cite, d'aventure humaine, de cohésion, d'esprit de corps, peut-être que vous avez un message pour des jeunes gens ou un petit peu moins jeunes qui voudraient devenir volontaires. Il y a un besoin à ce niveau-là ? Moi, je dirais que venez nous rejoindre chez les sapeurs-pompiers. Vous avez entre 17, 18 et 65 ans. N'hésitez pas, parce que c'est vraiment une révélation, un engagement citoyen. Ça donne du sens à l'action. Et surtout, les sapeurs-pompiers, c'est le miroir de la population. Donc, pas d'image d'Épinal. On prend des grands, des petits, des moyens, des gros, des maigres. Il n'y a aucun problème là-dessus. Au contraire, même, je dirais. Et puis, vous savez, les sapeurs-pompiers, j'ai l'habitude de dire que ce sont des gens ordinaires qui ensemble font des choses extraordinaires. Donc il faut vraiment venir franchir le pas de la porte des casernes de sapeurs-pompiers, ne serait-ce que pour venir se renseigner et après regagner nos rangs. C'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. Merci colonel Christophe Ferson. Avec plaisir.